Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue ce matin aux Instituts d'été 2024 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux ce matin de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre les stratégies d'apprentissage efficaces et du cerveau à la preuve d'apprentissage. En tout cas, on va parler de stratégies efficaces d'enseignement. Et puis, j'ai avec moi Laurie Couture du magazine L'École branchée, qui sera notre formatrice ce matin. Alors, avant de débuter le tout, quelques petites consignes pour cette formation. Alors, veuillez noter que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible par le Centre Franco au cours des prochaines semaines sur le site justement du Centre Franco. On vous invite à mettre votre micro en sourdine et à utiliser durant cette formation la boîte de clavardage pour vos questions. Ensuite, on aimerait vous dire qu'on remercie le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui, grâce à son financement, rend possible cette formation continue ce matin. Voilà, alors mon petit boniment est terminé. Merci d'être là tout le monde. Bonne formation. Et Laurie, c'est à toi, je te passe le micro. Micro que je vais ouvrir. Donc, merci beaucoup, Louis. Merci, Nicole, d'être venue te brancher ce matin. Je suis encore une fois, pour la dernière fois, vraiment désolée de ce petit contretemps. Ça arrive. Donc, merci d'être là, tout le monde. Je vois que vous êtes environ 30, je vois 32 participants. C'est vraiment agréable de vous avoir avec nous ce matin. Stratégie d'apprentissage efficace, du savoir à la preuve d'apprentissage. Mon intention est simple. Je veux qu'on voit ensemble qu'est-ce qui permet d'apprendre et d'apprendre pour que ça soit solide et que ça reste dans le temps. Donc, c'est mon intention avec vous aujourd'hui. Je serais curieuse, par contre, de savoir de votre côté, quand vous avez cliqué, là, parce que je pense que vous êtes encore une partie de vous, du moins en vacances, quand vous avez décidé ce matin de vous brancher avec nous, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce titre-là, puis qu'est-ce que vous pensez venir chercher? Donc, vous pouvez écrire dans le chat. Je vais prendre le temps là, de lire vos réponses. Donc, qu'est-ce qui est venu vous chercher? Qu'est-ce que vous pensez venir chercher ce matin pour que je puisse aussi adapter mon message? Donc, allez-y, vous pouvez écrire dans le chat. Et pendant que les gens écrivent dans le chat, Laurie, est-ce qu'on met le formulaire de présence pour que les gens s'inscrivent? Est-ce que, est-ce que tu veux que je le mette dans la boîte de clavardage? Le formulaire de présence, je pensais le mettre plus tard, mais si tu veux le mettre tout de suite, tu peux OK, le mettre tout de suite. non. C'est juste que je suis là si jamais tu as besoin, hein. Alors, je te laisse Ah aller. Puis, écoute, Louis, si tu veux le mettre, ça serait super, mais peut-être attendre que les gens aient répondu, puis ouais, après OK. ça. Merci, Alors, t'es super gentil. alors, je te laisse aller, puis au besoin, tu me fais signe, puis je suis là. Parfait. Je vais te dire, Monsieur Louis! Ah, je suis là. C'est parfait, merci. Donc, pouvoir suggérer des stratégies à mes étudiants, super. Améliorer mes stratégies efficaces, merveilleux. Y a-t-il d'autres personnes? Mieux aider les élèves à apprendre à utiliser des stratégies efficaces, oui. Donc, puis le mot efficace, hein, il est super, ben, pas à la mode, là, mais il est important, ce mot-là, efficace, hein. Quand on parle d'efficacité, c'est que on sous-entend que le temps qu'on va passer à faire quelque chose va donner un résultat qui est presque optimal. Fait que au niveau du temps, c'est très important. Fait que quand on parle d'efficacité, c'est surtout de se dire, ben, je vais prendre du temps dans ma classe pour faire quelque chose, ben, pour utiliser une stratégie, pour voir une notion, mais qu'en plus, ce temps-là va être bénéfique. Parce que je pense que, en tout cas, parce que je ne me suis pas encore présentée, je vais le faire dans pas long, mais tu sais, je pense que pareil en Ontario qu'au Québec, hein, les enseignants, ils manquent de temps dans la vie. C'est assez, je pense que c'est mondial, ce phénomène-là, de manquer de temps. Fait que l'efficacité, c'est super important comme concept. Guider mes étudiants à être plus indépendants, j'adore ça. Indépendance, j'ai l'impression que je lis aussi le mot en diagonale, autonomie. Euh, je souhaite avoir des stratégies simples et efficaces qui vont non seulement capter l'attention des élèves, mais aussi donner l'envie aux élèves d'apprendre. Oui, stimuler la motivation, j'adore ça.
nombreux sont des élèves qui n'ont pas de bonne stratégie. En fait, oui, est-ce qu'on a pris le temps de leur en enseigner? Et en suivant l'atelier, je voudrais aider mes élèves à mieux apprendre. J'adore ça. Merci vraiment beaucoup de prendre le temps d'écrire tout ça dans le chat. Je connais bien les stratégies à fort impact. Je vais voir s'il y en a plus. Cool, merci. Les élèves apprennent de manière différente. C'est important pour moi de rejoindre mes élèves et de leur enseigner des façons d'apprendre. Oui, l'unicité de chaque élève, on en a parlé tantôt de cette unicité-là, à quel point c'est quelque chose de beau qu'on a dans nos classes. On va souvent penser que c'est un frein, mais en fait, ça peut être un très beau levier. Merveilleux. Bien, merci beaucoup tout le monde. Donc, c'est un peu, je suis vraiment contente parce que ce que vous écrivez là, c'est vraiment mes intentions aujourd'hui, vous pistez vers des solutions, des solutions, diverses stratégies qui vont vous aider justement à aller atteindre tout ça. Je vous ai mis plus haut dans le chat, je ne sais pas si vous l'avez vu, le lien vers le site web. En fait, c'est un Google Site que j'ai créé pour héberger la formation. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que je le laisse vivant. À chaque fois que je vais utiliser ce Google Site-là, ben, il va toujours être mis à jour avec ce qui est présentement intéressant de faire. Donc, normalement, ben, vous devriez toujours avoir la dernière version. Fait que je le mets à jour à l'instant. Normalement, vous avez dans le chat, vous ne voyez pas dans c'est ça, je me demandais si vous l'aviez parce que je l'ai mis, mais un peu plus haut. J'étais pas. Et voilà. Là, normalement, vous devriez l'avoir ici. Puis là, je le remets à jour. Et voilà. Fait que vous voyez, ça me fait plaisir. Hey, n'hésitez pas, vous voyez, j'ai le chat à droite. J'ai Monsieur Louis que je dis Monsieur Louis. Puis j'ai mon écran, fait que je suis équipée pour être capable de répondre à vos besoins. Vous vous gênez pas. Merci, Monsieur Louis. Est-ce que ça vous va si on démarre ça comme ça, à moins que vous ayez d'autres. Oh, le lien pour les présences. Donc, je ne sais pas si Monsieur Louis, tu peux. Je dis Monsieur dessus, c'est bon ça. Donc, Monsieur Louis, si tu peux faire aller la magie du lien pour les présences. Je ne l'avais pas loin, mais merci beaucoup, tu es super gentil. Puis merci, Victoire, de nous le rappeler. Fait que c'est parti. Juste pour être sûr que vous êtes tous là et bien prêts, je vous demanderai, est-ce que vous êtes capable de réagir avec un emoji, un pouce, un cœur? Vous avez l'option de le faire dans Teams de cette façon-là. Donc oui, super, je vois des cœurs. Moi aussi, j'ai fait un cœur. Oui, merci tout le monde. C'est parti. Parce que je ne vous vois pas, fait que c'est plus le fun quand j'ai des petites réactions comme ça. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise. Je sais que le micro doit rester fermé, mais si vous êtes à l'aise d'ouvrir vos caméras, je ne sais pas, M. Louis, s'il a donné une consigne à ce sujet-là quand j'étais pas encore arrivée. Mais si vous êtes à l'aise d'ouvrir votre caméra, c'est sûr que c'est le fun de vous voir, mais sinon, que vous réagissiez comme ça puis qu'il y ait de la présence dans le chat, c'est super. Donc, on peut ouvrir les caméras. Super. Merci, merci, Monsieur Louis. Oh yeah, j'ai Tatiana qui rouvre sa caméra. Merci. Fait que je vais prendre le temps de me présenter. Hein. C'est qui la petite madame qui est arrivée en retard et qui qui arrête pas de parler depuis tantôt? Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui nous ont peut-être jamais encore rencontrés ou croisés à l'école branchée, ben, je m'appelle Laurie Couture. À la base, je suis une enseignante de français et de sciences sociales, sciences humaines, donc univers social au Québec, on appelle ça comme ça, histoire, géographie. Au secondaire, j'étais en 7e année lorsque j'enseignais aux élèves le français et l'histoire-géographie. J'étais dans un programme qui faisait en sorte que les élèves avaient un iPad, un pour un. Donc, chaque élève avait son propre iPad. Fait que ça m'a permis d'exploiter beaucoup la technologie au service de la pédagogie et non le contraire. Et je suis, j'ai marqué, j'aime ça écrire ça, je suis passionnée de croquis-notes et des humains. En fait, ce que j'aime, c'est de voir à quel point le fait que toutes les petites personnes, nos élèves, des petites personnes, on s'entend, des fois, sont vraiment plus grands que nous, là, mais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, tous les humains avec lesquels on travaille sont uniques et comment cette belle unicité-là peut nous permettre, en tant qu'enseignants, de donner un levier à notre pédagogie. Et de croquis-notes, c'est une stratégie qu'on va voir ensemble tantôt. Fait que c'est le portrait rapide de qui je suis. Si vous voulez prendre le temps aussi dans le chat maintenant de m'écrire, vous êtes qui? Je vois vos noms, mais je ne sais pas, vous êtes dans quelle région de l'Ontario et vous enseignez quelle matière, quel degré. Comme ça, je pourrais
arranger mes exemples et peut-être vous interpeller dans certains moments de la présentation. Fait que si vous voulez prendre le temps, vous avez dans le site web aussi les liens pour me rejoindre. Fait que mon courriel, mon Instagram, j'utilise de moins en moins, j'ai encore le petit oiseau Twitter, là, mais je l'utilise de moins en moins, X, fait que X, on l'utilise moins. Mais sinon, par courriel, là, vous n'hésitez pas. Donc, Josée Estontaré français et les arts 7-8e. Bienvenue, merci beaucoup en français langue seconde. Merveilleux. Bien, bienvenue tout le monde. Merci de prendre le temps, c'est super. Que je continue à vous lire tranquillement. Conseillère en petite enfance. Oh, wow! On accompagné les éducatrices en maternelle et jardins d'Ottawa. Merveilleux. Marie, enseignante de première année. OK, fait qu'on a, on a des petits au plus grand, là, fait qu'on a vraiment des gens qui travaillent avec les petites personnes. Orangeville, l'école française. Bienvenue tout le monde. C'est super. Je suis en Ontario. Ah oui, un nouvel enseignant. C'est bien le fun. Je vais commencer mes études en septembre comme enseignant. Je fais la suppléance maintenant. C'est merveilleux, ça. Bienvenue. C'est le fun que tu sois là. Je vois juste H, mais bienvenue, monsieur, madame H. Enseignante ressources, oui. Ah, enseignante ressources, c'est merveilleux pour les stratégies d'apprentissage. C'est vraiment dans ton rôle. J'ai l'impression de venir apporter un soutien à ce niveau-là. Super. Conseillère pédagogique. On a de... Ah, wouhou, j'aime ça. Vous êtes tous de des milieux différents, vous êtes dans pas mal toutes les sphères, OK, en classe avec les difficultés peut-être plus, ben, difficultés d'adaptation, TSA, apprentissage, enseignante, OK, ouais, suppléance, long. Merveilleux. Super. Fait que j'ai déjà une autre question pour vous. Vous allez voir que je vais vous interpeller souvent parce que je pense que c'est ensemble qu'on va être capable de construire aussi cette formation-là. Je mise beaucoup sur l'intelligence collective dans ma vie. Apprendre pour vous. Mais si je vous rapporte, si je vous ramène dans vos études, même ceux qui ne sont pas encore allés faire leurs études pour être enseignant, mais c'est sûr que tu as déjà été à l'école. C'était quoi apprendre pour vous? Quand on vous disait, vous devez apprendre ça, ou vous devez retenir, ou vous devez être capable d'étudier, c'était quoi pour vous? Qu'est-ce que ça signifiait quand on donnait ça? Puis c'était quoi vos stratégies qui fonctionnaient pour vous à ce moment-là? Puis ça va être intéressant de voir comment c'est pas pareil pour tout le monde. Donc, personnellement, j'ai appris à apprendre, puis j'étais rendue à l'université, puis je faisais justement mes études pour être enseignante. C'est comme ça que j'ai su comment j'aimais apprendre, parce que sinon, je savais pas comment apprendre en fait. Je savais pas comment étudier, puis comment mon cerveau fonctionnait. C'est en testant différentes choses. Donc, Josiane, c'est de découvrir des nouvelles choses pour toi, apprendre, puis comment tu fais pour les retenir? C'est quoi les stratégies que tu utilisais qui faisaient que ces nouvelles choses-là, tu les retenais? Ou bien n'importe qui d'autre. Puis personnellement, moi, ma stratégie, là, c'est la rétention. OK, super. Puis comment on y arrive à cette rétention-là? Dans mon temps, c'était du par cœur, oui, OK. Revoir, relire mes notes de cours, OK. Fait que tu sais, t'asseoir puis relire tes notes de cours. La récitation, donc, la récitation, c'est, mettons, tu lisais à voix haute, j'imagine. Rattaché à quelque chose que je connaissais déjà, oui, faire des liens avec des éléments qui sont déjà appris. Revoir, relire mes notes. Le par cœur, Nika, je serais curieuse de savoir, tu sais, dans ton temps, il est marqué dans mon temps, c'était du par cœur. Comment tu y arrivais à retenir par cœur? Ah, Nicole Arsenault, ma collègue, toi aussi, c'était le par cœur. Donc, c'est-à-dire que tu bourrais ton cerveau. Mais comment tu faisais pour le retenir, ce par cœur-là? OK, besoin d'être présente en classe pour mieux retenir. OK, donc d'entendre probablement aussi ce que l'enseignante ou l'enseignant avait à dire à propos de tout ça. Relire tes notes, t'enregistrer et t'écouter. Parfait, avant de t'endormir. Oh, wow, tu devais faire des beaux rêves. Des besoins d'explication et de visuel par la pratique. Donc, en faisant, en voyant, en écoutant.
Apprendre, c'est acquérir des nouvelles connaissances. Par cœur, relire ou redire à voix haute. OK, super. Hands-on, appliquer, pratique, exercice pratique, merveilleux. Refaire les exercices traités en classe, donc des exercices que tu avais déjà faits. Puis ici, on a victoire. La pratique me permettait de finir par retenir le sens des concepts et de comprendre les méthodes, donc de mettre en pratique. Parfait, de faire et de refaire. Est-ce que ça serait plus au niveau, mettons, des concepts? Ah, mon ordinateur, elle a vu que j'ai fait ça, mais j'ai pas fait ça du tout. Je retenais mieux le contenu qui me touchait émotionnellement, oui. Puis quand tu me parles de pratique, excuse, je voulais savoir, tu sais, t'étais plus, est-ce que tu fais référence davantage à des éléments comme, tu sais, les laboratoires en sciences ou encore en mathématiques, tu sais, les problèmes à résoudre, les situations comme ça. Reformuler, paraphraser, oui. Donc, être capable de remettre en mots les expériences, oui, en sciences. Super. Ben écoutez, vous voyez, tu sais, on avait comme toute une référence différente à apprendre. Le dessin, ah, on va bien s'entendre. Retenir, revoir et parler encore et encore. Super. Ben écoutez, il n'y a pas de mauvaise façon d'apprendre. La bonne façon d'apprendre, c'est celle qui va te permettre d'apprendre, en fait. Puis ce qui arrive, c'est que vous l'avez nommé, puis on l'a vu dans le clavardage ici, c'est on n'apprend pas tous de la même façon. Cette fameuse rétention de l'information-là, cette fameuse rétention de stratégies, des concepts, de tout ce qu'on peut avoir à apprendre, que ce soit, comme je disais, des stratégies, des concepts, des notions, des synthèses, peu importe, ben, on ne va pas tous arriver à la rétention de la même façon et au même moment. Puis en plus, il y a un facteur très important qu'on oublie de nommer souvent, mais je suis contente parce que vous l'avez nommé, le facteur émotionnel. Des fois, ça ne clique pas avec l'enseignant ou la matière, elle ne nous allume pas. C'est plus difficile de s'engager. Fait que la rétention, au niveau motivationnel, c'est plus difficile. Donc, comment on fait maintenant? Parce que nous, on a le fameux devoir très noble d'avoir, comme je disais tantôt, un paquet de petites personnes devant nous qui doivent apprendre et retenir des informations qu'on a le devoir de leur partager, de leur enseigner. Et ils doivent les ressortir au bon moment, c'est-à-dire quand on va prendre une photo, que ce soit une évaluation, un projet, une preuve d'apprentissage, nommez ça comme vous voulez. Puis, il faut que la plupart de ces gens-là soient rendus à la même place au même moment pour qu'après, à la fin de l'année, on arrive pour dire, ben voilà, tu t'en vas en huitième, tu t'en vas en neuvième, tu t'en vas en dixième, ou ah ben là, peut-être, je sais pas comment fonctionne le redoublement en Ontario, mais nous ici, c'est possible des fois de dire, ben écoute, ta septième année, on va la refaire cette année pour être sûr que tu consolides comme il faut ce qu'on a déjà vu. Donc, comment on fait, nous? Hein? Est-ce, est-ce que vous pensez que c'est en ayant une seule stratégie qu'on va réussir à atteindre tout le monde? Probablement que non. Puis pourquoi j'utilise le mot stratégie d'apprentissage et non stratégie d'enseignement efficace? Je ne sais pas si vous connaissez au Québec, on a un chercheur enseignant à l'université qui s'appelle Steve Bissonnette, qui a fait beaucoup d'études et de recherches sur l'enseignement efficace. C'est-à-dire des stratégies que l'enseignant va mettre en place dans sa classe qui va faire en sorte que la matière, les notions vont mieux glisser à travers les élèves. Mais de mon côté, je trouve ça, ici, vous ne redoublez pas. OK, parfait, merci. Dans le fond, ce que je trouve un peu spécial dans ces stratégies d'enseignement-là, c'est que peut-être que la stratégie d'enseignement va être efficace, mais est-ce que l'élève va apprendre? Peut-être que toi, de ton côté, tu vas avoir mis toutes les balises possibles pour que l'élève retienne. Mais qu'est-ce qui arrive si l'élève ne retient pas? Est-ce que ça veut dire que ta stratégie est efficace? Donc, je me suis un peu questionnée là-dessus, puis je suis allée voir, mais c'est quoi qu'on doit mettre en place comme enseignant pour que, oui, mon enseignement soit efficace? C'est-à-dire que le temps que j'ai d'enseignement, j'utilise des façons, des stratégies d'enseignement qui vont être optimales pour le temps que j'ai, mais que l'élève, de son côté, puisse aussi appliquer des stratégies parce que c'est lui qui est responsable de son apprentissage et pas moi. Tu sais, la fameuse phrase, là, je l'ai dit,
t'as pas écouté, t'as pas compris, tu parlais. Ouais, mais est-ce que quand tu l'as dit, ça veut dire que l'élève l'a forcément appris? Qu'est-ce que tu as fait de plus que le dire? Donc, c'est vers là que je veux aller avec vous aujourd'hui. Fait qu'on va regarder un petit peu comment fonctionne l'apprentissage, le cerveau, comment il retient. Puis après ça, qu'est-ce que je peux faire comme enseignant pour y arriver, pour aider mes élèves à apprendre. Ça vous va? Super. Merci Nicole pour ta réaction. Gênez-vous pas, le chat, les réactions avec les petits bonhommes, les emojis, j'aime bien ça. Avoir vos yeah, merci. Donc, le cerveau. Fait que là, vous êtes maintenant dans un cours universitaire. Non, c'est pas vrai. Donc, comment fonctionne le cerveau rapidement pour apprendre? On a un enseignant ici qui s'appelle Steve Masson. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu ou vous avez déjà vu des capsules de ce qu'il fait. Il est vraiment intéressant parce qu'il vulgarise super bien comment fonctionnent les connexions neuronales et tout. J'avais un livre que j'ai perdu. Ah oui, plus de 150, super ça. Si tu es capable de retrouver le lien, ça peut être intéressant de le partager. Oui, donc Steve Masson, euh, c'est une personne c'est un chercheur, c'est un enseignant à l'université qui est spécialisé dans justement tout ce qui est le phénomène d'apprentissage, de rétention de l'information, la mémoire à court terme, à long terme, la mémoire de travail. Vous avez sûrement déjà entendu parler de tous ces beaux mots-là, mais au-delà de ça, il est capable de vulgariser super bien qu'est-ce qui fait que quelqu'un retient, qu'est-ce qui fait que quelqu'un apprend. Donc, j'ai écouté ces webinaires sur YouTube et j'ai décidé de créer un croquis-notes pour faire un résumé. Fait que ça ici, c'est un croquis-notes pour ceux qui ne connaissaient pas cette stratégie-là. Est-ce que c'est assez gros ou vous voudriez que je grossisse l'écran? Parce que je peux le grossir un petit peu, mais oui, parfait. Voilà. C'est mieux comme ça, hein? C'est suffisant parce que j'ai l'impression que là, si je grossis, on va perdre un peu la présentation. Fait que super, merci! Hey, j'aime ça. Quel logiciel utilises-tu pour faire le croquis-notes? J'utilise un logiciel de dessin sur ma tablette, sur mon iPad. J'utilise le logiciel qui s'appelle Procreate, qui est comme le logiciel de dessin de course. Là, plusieurs personnes qui utilisent ça pour des dessins plus industriels. Les tatoueurs aussi vont utiliser ça pour faire les effets d'ombrage. C'est pas nécessaire d'avoir cette application-là, mais euh, toutes les applications qui te permettent d'avoir un crayon puis un dessin. Un crayon puis un dessin. Un crayon puis un écran pour dessiner. Vont te permettre de faire un croquis-notes parce qu'en fait, la stratégie, c'est d'utiliser l'image et les mots, les mettre ensemble pour créer une synthèse visuelle qui fait du sens. Et c'est une stratégie que j'adore utiliser parce que justement, c'en est une qui est efficace pour moi parce que ça va aller mêler l'image, ça va aller mêler l'écriture. Puis en plus, pour le faire, je dois essayer de me souvenir. Puis là, on s'en va vers là. Qu'est-ce qui fait que je me souviens de quelque chose ou que je l'ai appris? C'est parce que je pratique cette connexion neuronale-là. Comment le cerveau apprend? C'est quand on va activer ces fameuses connexions-là. On peut comparer ça à une promenade en forêt. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette fameuse métaphore-là. Si je vais ici, par exemple, j'ai un terrain boisé et je veux passer à travers ce terrain-là pour aller. Merci pour le lien. S'il y a un terrain boisé, puis je sais très bien que si je passe à travers ce terrain-là, ça me fait un raccourci pour aller chez ma meilleure amie, mais il n'y a pas de chemin de fait. Ben, la première fois que je vais passer dans le boisé, puis je vais décider, ah ouais, j'y vais, je le fais mon raccourci, ben ça se peut que je m'écorche les jambes, ça se peut que ça soit pas super agréable, que je connaisse pas trop où je m'en vais, que je me trompe de bord, que finalement, ben, tu sais, mon chemin soit un peu plus sinueux, tu sais. Mais mec, quand je vais revenir de chez mon ami, ben là, je vais voir mes pas, ils étaient où, tu sais. Puis là, le lendemain, quand je vais retourner, ben ça va être de plus en plus tapé. Puis éventuellement, ben, tout le bois, les fameuses branches qu'il y avait dans ce chemin-là, dans cette trail-là, vont être tassées. Et ça va être
éventuellement, j'aurai même plus à réfléchir à savoir par où passer. Le chemin va être fait. Ça va être intuitif. Je suis sûre que vous avez déjà pris votre voiture pour aller quelque part, mais vous avez tellement le réflexe machinal d'aller au travail ou je sais pas, à l'épicerie ou de quoi comme ça que vous êtes. En tout cas, moi, ça m'est arrivé souvent de faire comme Hey mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas d'affaires ici. Parce que mon cerveau connaît tellement le trajet pour aller au travail ou pour aller je sais pas où, là, je veux dire au centre d'achat, que il peut tout simplement prendre le réflexe de prendre une sortie parce qu'il est habitué de la prendre sans qu'on y ait réfléchi, sans qu'on veuille aller là. Ça, c'est un peu la même affaire pour apprendre quelque chose. La première fois, ça ne sera pas super clair, mais plus qu'on va emprunter ce chemin-là, plus que notre apprentissage va être solide et on va avoir la fameuse rétention. Puis quand on parle de rétention, c'est qu'on n'a pas nécessairement à toujours se questionner pour le savoir. Il y a des choses que j'ai pas d'affaire à me casser la tête. Ah, c'est quoi donc? C'est quoi donc? Non, je le sais, je l'ai acquis. Donc, c'est comme ça qu'on va essayer de développer un apprentissage durable. C'est quand on va aller souvent dans notre fameux chemin, dans notre forêt pour se rendre chez notre meilleur ami. Pour ce faire, on va utiliser des approches qui sont actives. L'élève est en pratique, est en travail. C'est lui qui va mobiliser ses connaissances. C'est pas moi qui va lui dire tu dois connaître ça, tu dois connaître ça. Il doit lui-même construire son savoir. Il doit être actif. On va voir comment tantôt. Ensuite, on doit favoriser sa concentration. Comment on fait pour être concentré? Il y en a-tu que pour être concentré, ils ont besoin d'avoir un petit bruit de fond? Il y en a que pour être concentré, ça prend du silence. Il y en a qui vont être concentrés 15 minutes, il y en a qui vont être concentrés 1 heure. Donc, favoriser la concentration de chaque, favoriser la concentration de chaque élève. C'est-à-dire être attentif à savoir qu'est-ce que chaque élève a besoin, lui, pour être dans son élément de concentration et le sensibiliser à être capable de le découvrir lui-même. Est-ce que si je mets une petite musique, ça va l'aider ou ça va lui nuire? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir du silence? Puis qu'est-ce que je fais si mes élèves, ils sont tous différents dans ma classe? Est-ce que je peux à ce moment-là offrir de mettre des écouteurs à ceux qui ont de la musique, à ceux qui ont besoin de musique, mais de garder ceux qui n'ont pas besoin de musique avec pour qu'ils puissent se concentrer sans son? Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour favoriser cette concentration-là? Et utiliser des idées, des stratégies appropriées. Mais là, ici, c'est en lien avec la matière. Donc, si je suis en mathématiques, ben, je ne vais probablement pas leur faire des mêmes stratégies identiques que si je suis en français. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place propre à ma matière? Pour que l'élève active sa nouvelle notion et que sa connexion neuronale soit de plus en plus solide. Pour y arriver, ben, on va planifier. Puis quand on parle de planification, on va y revenir tantôt. C'est pas nécessairement de dire, ben, aujourd'hui, je vois ça, aujourd'hui, je vois ça, aujourd'hui, je vois ça. C'est plus loin que ça. Ensuite, des courtes périodes, favoriser des courtes périodes. On va essayer de scinder nos moments avec nos élèves en différents petits cadrans. Viser la maîtrise. On veut que l'élève soit capable de faire de la consolidation, c'est-à-dire de faire des liens entre les éléments. Puis pour ça, faut qu'il les maîtrise. Et bien sûr, on essaie de le confronter le plus souvent à la bonne réponse. Je vais vous donner un exemple qui est un peu plate, mais qui est ça quand même. Pensez à un enfant qui n'a pas nécessairement le bon exemple à tous les jours de qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va répéter ce comportement-là. Même si vous lui dites que c'est pas correct, il le voit, donc il le reproduit. Parce que le cerveau imite et le cerveau, avant qu'on lui dise que c'est bon ou mauvais ou que c'est adéquat ou pas adéquat, il ne sait pas. Il apprend. On s'entend? Donc, c'est important de favoriser la bonne réponse, surtout quand on est au début de l'apprentissage. Donc, par exemple, l'élève, il commence à apprendre un nouveau concept. On ne va pas aller mettre tout de suite des mauvaises réponses pour qu'il les corrige, par exemple. De dire, OK, on a vu les participes passés employés avec l'auxiliaire être la semaine passée. Ben voici des erreurs dans l'auxiliaire être et corrigez-les. Il est en début d'apprentissage. Il sait pas son cerveau ne sait pas encore ce qui est adéquat et inadéquat en lien avec ça. Fait qu'on peut le confronter ici à quelque chose qui est erroné, puis son cerveau peut faire une erreur de consolidation.
Fait que tout ça, c'est un peu le fondement de comment mon cerveau apprend. C'est vraiment intéressant. Eh oui, merci pour ce livre-là. C'est une des affaires que j'ai utilisées pour monter cette formation-là. Mon Dieu, c'est Marie-Michel. C'est vraiment le fun de vous avoir. Vous avez comme une bonne. C'est super, ça. Des bonnes références comme ça. Gênez-vous pas de partager dans le chat des références que vous avez comme ça. Je vous l'ai dit, je mise beaucoup sur l'intelligence collective. Fait que ça, c'est un peu le principe. Ça, c'est bien beau, hein? C'est théorique, mais maintenant, dans le day-to-day, là, dans ma classe avec mes élèves, comment j'y arrive? Connaissez-vous Hermione Granger? J'espère que oui. Oui, hein? Tannante, hein, Hermione, comme toujours à la bonne place au bon moment, elle a toujours la bonne réponse, elle se couche de bonne heure. Mais Hermione, c'est aussi la meilleure élève de Poudlard, hein? C'est Poudlard, c'est une vraie école, avec des vraies personnes, puis des vraies notions à apprendre, fait que c'est important de se fier sur elle. Blague à part. Oui, les étapes de l'enseignement explicite, c'en est une, ça, une stratégie d'enseignement efficace. Est-ce que les élèves apprennent tous grâce à l'enseignement explicite? Ou peut-être qu'il y en a que c'est super, puis qu'il y en a d'autres que ça l'est moins. Donc, c'est ça que je veux voir avec vous aujourd'hui. Mais oui, l'enseignement explicite fois 1000, vraiment, ça fait partie des stratégies à utiliser. Donc, les stratégies gagnantes, selon Hermione Granger, j'ai un ami, collègue, collaborateur qui s'appelle Fabien Morin, qui travaille pour WooClap, qui s'est amusé à analyser les stratégies que Hermione utilisait dans son quotidien et de comparer ça avec les stratégies d'enseignement efficace qui sont proposées justement par M. Bissonnette là, et les autres chercheurs qui font partie de ça. Et il les a mis ici, puis je me suis rendu compte que dans un article, puis je l'ai résumé en images parce que je me disais que c'était probablement plus intéressant pour les élèves et pour les profs de l'avoir en images que de lire l'article. Et on s'est rendu compte que Hermione Granger mettait en place les bonnes stratégies pour que l'information, pour apprendre en fait, pour que l'information, il y ait de la rétention. Parce qu'en plus de comprendre comment fonctionne le cerveau, il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire pour que ça fonctionne. Donc, voici les 7 clés qu'on peut mettre en place dans notre classe. Je ne sais pas c'est qui a son micro d'ouvert, mais je ne sais pas si c'est possible de fermer votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, de un, être attentif. Est-ce que Hermione Granger, dans la classe, c'est toujours elle qui va se virer et va faire Chut, Harry, concentre-toi, le professeur Chourave nous explique comment gérer les mandragores. C'est toujours elle qui va être la petite gardienne de comme à la bibliothèque, tu sais, comme Chut, étonnante. Ensuite, elle va répéter et espacer les périodes d'études. À chaque fois qu'Harry et Ron s'en vont dans le bois faire des affaires qu'ils n'ont pas le droit de faire, elle est où? Elle est à la bibliothèque. Elle est tout le temps à la bibliothèque. Elle a toujours quelque chose à faire. Elle répète les moments. Elle va se souvenir. Elle va essayer, elle va s'exercer à se rappeler. Souvenez-vous, les gars, quand on a fait notre premier polynectar, là, blablabla. Bla, bla. Elle va s'en souvenir. Puis plus qu'on s'en souvient, c'est là qu'on fait notre chemin dans le bois. C'est quoi donc? Par où je suis passée? OK. Et là, notre connexion, à chaque fois que je repasse, souvenez-vous, les branches sont de moins en moins présentes et de plus en plus, la rétention de l'information se fait bien. D'être capable d'expliquer à quelqu'un d'autre. Tantôt, il y a quelqu'un qui disait ça, tu sais, de raconter, d'expliquer. Quand je suis capable d'expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est parce que je le comprends et que je le maîtrise. C'est tout le temps elle qui va répondre. Hein? Elle va lever la main de même. Là. Puis le professeur Rogue est tanné. Oui, Madame Granger. Il dit, puis c'est toujours elle. Puis là, elle récite ce qu'elle se souvient d'avoir lu. Demander de la rétroaction. Elle a plein de rendez-vous avec ses profs. Elle veut toujours savoir si elle a compris, qu'est-ce qu'elle a fait de pas correct. Elle veut être parfaite. Là. On s'entend que c'est caricatural, là. Hein? C'est Hermione. Mais ça reste que de demander de la rétroaction. Puis quand on parle de demander de la rétroaction, c'est aussi d'enseigner comment recevoir cette rétroaction-là. Parce que l'élève, on peut lui donner de la rétroaction. C'est-à-dire, on peut y écrire des commentaires sur sa copie, on peut enregistrer des capsules vocales, on peut aller mettre des questions. Il y a plusieurs façons de donner de la rétroaction, mais est-ce qu'on a déjà montré à l'élève comment recevoir cette rétro-là?
Parce qu'on prend pour acquis qu'on l'écrit sur sa copie ou quand il a enregistré une capsule vocale. Fait qu'on prend pour acquis qu'il l'a écouté, qu'il a compris ce que j'ai dit, puis qu'il a appliqué les stratégies qui étaient gagnantes une fois qu'il l'a fait. Mais il n'y a pas nécessairement d'enseignement systématique de comment recevoir la rétroaction. Donc, oui, la demander, mais la recevoir aussi. Et bien sûr, stimuler la mentalité de croissance. Je suis certaine que vous avez tous dans votre tête, que ce soit un élève ou un enseignant, parce que j'ai vu qu'il y avait des conseils pédagogiques, des gens que vous accompagnez, des gens à qui vous enseignez, qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose. Ah, mais moi, madame, je ne l'aurai pas, ça. C'est sûr, je vais couler, là. Hein? Ah, c'est sûr, je vais couler, là. Ah, mais moi, je ne serai jamais capable de faire ça, là. Il faut que la personne soit consciente qu'elle est capable. Il faut qu'elle ait une mentalité de croissance. Stimuler cette mentalité de croissance-là. Comment on va faire pour stimuler ça? Ça va être de favoriser et d'apprécier chaque petit pas. De ne pas nécessairement aller dans la comparaison. C'est la fameuse moyenne de groupe. Quelqu'un qui est toujours en bas, c'est difficile de stimuler la mentalité de croissance. Tu te dis, ah, mais moi, je suis toujours en bas de la moyenne anyway. Mais OK, mais est-ce que tu as remarqué que tes notes augmentent quand même? Est-ce que tu as remarqué qu'en classe, tu es plus en maîtrise de tes choses, tu appliques des meilleures stratégies? Est-ce que tu as remarqué que tu arrives à l'heure alors qu'au début de l'année, tu n'arrivais pas à l'heure? Stimuler la mentalité de croissance, c'est favoriser chacun de ces petits pas-là, de ces petites réussites-là. Fait qu'en plus de savoir comment fonctionne le cerveau, je vous donne ici des clés. Bien, favoriser le sommeil, là, ça, c'est sûr qu'en tant qu'enseignant, c'est pas toujours facile, là. On a des parents, des fois, qui disent, ben, il a son iPad dans sa chambre, mais il se couche, là, il le range. Ouais, c'est ça. Excusez. C'est ça. Petite surprise, mon ami. Ça se peut que ton enfant, quand il se lève le matin, s'en est comme ça, avec 10 000 points de plus à son jeu, ça se peut qu'il n'ait pas dormi. Tu sais, c'est ça. Petite montée de lait d'enseignante de 7e année qui gérait des iPads. Fait que tout ça va nous amener à être capable de mettre en place des stratégies qui vont fonctionner. Et ici, c'est les stratégies finalement, l'enseignement efficace. On parle ici aussi de l'enseignement explicite. C'est un petit résumé de tout ça. Tantôt, je vous parlais de planification. Fait que première clé, première stratégie, on est rendu là, fini la théorie, on s'en va dans le pratique. Planifier, qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous parle de planifier les stratégies d'apprentissage, de planifier les apprentissages des élèves, qu'est-ce que ça sonne chez vous? Qu'est-ce que vous pensez qui est optimal pour aider vos élèves et vous aider vous dans l'enseignement et que ça ait un réel impact? Est-ce que c'est le fameux agenda avec nos périodes, là, que ce soit numérique ou papier, et qu'on dit, bon, ici, on voit les sortes de roches, ici, on voit la fusion des métaux, ici, on voit donc, là, je te commence plus en sciences. Qu'est-ce que ça serait une planification qui serait axée sur l'apprentissage de nos élèves et l'enseignement qui serait efficace? D'après vous? J'aimerais ça des fois avoir comme un espèce de. Il y en a qui ont ça, là, des, des pitons, là, puis là, tu peux mettre des bruits là, quand ils animent. Là. Là, je pourrais mettre un bruit de criquet. C'est quand même difficile de voir au-delà de ça. Parce que quand on va dire, ben là, il faut planifier, on va planifier dans le temps. Mais on ne planifie pas dans la séquence d'apprentissage. Je ne comprends pas la. Ah, je m'excuse. Je vais essayer d'être plus clair. OK. Avoir un but clair ou une raison, je vais souvent répondre, Madame, pourquoi on apprend ceci? Oui, ça, c'est super. Je vais essayer de poser la question un peu mieux. Planifier une séquence d'enseignement d'après vous, est-ce que c'est simplement la planifier dans le temps ou c'est la planifier selon d'autres critères? Est-ce que c'est plus clair? C'est vrai que c'était peut-être pas clair. Hein? Merci d'avoir répondu dans le chat. Les deux, OK. OK, planification à rebours en tenant compte de la CUA, donc la conception universelle de l'apprentissage. Les deux, ah, j'avais mal compris la question. Mais non, mais c'est parce que ma question était vraiment mal posée, parce qu'il y a quelqu'un qui ne la comprenait pas, puis de ton côté, tu dis que tu l'as mal compris. C'est moi, c'est pas toi, c'est ma question qui était pas claire.
planifier pour miser sur les compétences, la pratique, planifier à rebours, avoir les résultats d'apprentissage, super. Fait que quand on parle de planification à rebours, c'est vraiment de se dire qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, mais qu'on va regarder c'est quoi le chemin à parcourir pour y arriver. En tenant compte de la conception universelle de l'apprentissage, intéressant. Rebours pour moi aussi, super. J'adore ça. À la fin de la leçon, les étudiants doivent être capables de faire une tâche spécifique, OK? Donc, on vise comme la tâche. Merveilleux. Puis si on part du principe que nos élèves, tenir compte des profils d'apprentissage des élèves, super. Puis si on part du principe que dans notre classe, on n'a pas seulement qu'un ou deux élèves, on en a un petit peu plus que ça, et qu'ils ne vont pas être rendus au même endroit, au même moment, mais qui doivent tout de même se rendre le plus près possible d'un idéal, si on veut. Comment je fais pour planifier? Ben non, on ne peut pas planifier sans un objectif précis, en effet. Donc, on a des compétences, on a des objectifs à atteindre avec nos élèves. Taxonomie de Bloom. J'adore ça. T'as vu, t'as vu à travers mon écran, Marie-Ève, t'as comme transcendé le numérique. T'as transcendé là, c'est la formation virtuelle. En effet, nos élèves vont pas tous être rendus au même point, au même moment. Fait qu'on peut pas se dire que on n'a pas le choix de se dire, moi, j'ai 6 cours dans ma planification pour passer à travers tel chapitre ou passer à travers telle période historique ou pour que les élèves comprennent c'est quoi le fameux acte constitutionnel avec le bail là, au Canada. Pour faire référence à l'enseignement de l'histoire en 7e-8e année, il me semble, je pense. Donc, comment je fais? En fait, oui, il faut savoir les intérêts de nos élèves. Mais ça reste qu'on a un programme cadre. Fait comment essayer de jongler avec tout ça? Oui, faire une planification, mais je pense que la planification doit tenir compte. L'élève doit avoir une certaine latitude de savoir il est rendu où dans sa fameuse taxonomie, puis il va être évalué sur quoi et à quel moment. Est-ce que c'est nécessaire pour tout ce qu'on enseigne de se rendre jusqu'en haut? Ou, des fois, d'être simplement capable d'appliquer, c'est suffisant? Non, exactement. La chose importante à retenir en tant qu'enseignant, c'est que quand on va faire notre séquence d'enseignement pour que l'apprentissage soit efficace, c'est que les stratégies et les notions qu'on va enseigner suivent cette fameuse taxonomie-là et que l'évaluation qu'on fait soit fidèle à ça. Exemple, j'enseigne la phrase de base en français. Donc, sujet, prédicat, complément de phrase. Le but pour moi, c'est que mon élève soit capable de repérer les phrases de base et de les analyser, c'est-à-dire d'être capable de me dire quel groupe est le constituant, puis qui est constitué de quel genre de groupe. Est-ce que c'est un groupe du verbe, un groupe adjectival, un groupe du nom, etc. À ce moment-là, il a besoin des connaissances. Il n'y a pas le choix de savoir c'est quoi un nom. Il n'y a pas le choix de savoir c'est quoi un verbe. Il n'y a pas le choix de savoir c'est quoi les groupes de mots. Donc, comprendre comment fonctionnent les groupes de mots ensemble. Ensuite, il doit appliquer les stratégies que je vais enseigner pour repérer les groupes de mots et les fonctions de ces groupes de mots-là. Et après ça, je vais lui donner des phrases et il doit être capable de les analyser. Donc, avec tout ça, avec la connaissance des mots, des groupes de mots, des fonctions, la compréhension de comment ça fonctionne et l'application que j'ai enseignée, être capable de les analyser. Est-ce que j'ai besoin qu'ils me disent de monter jusqu'à qu'ils soient capables de me créer une phrase avec des critères précis? Non. Fait que mon évaluation, la trace d'apprentissage que je vais aller chercher, doit être fidèle à où est-ce que je la porte dans la taxonomie. Fait que ma planification doit être faite en fonction de ça, tout en se disant que mon élève, il faut qu'il passe le nombre de fois dans le chemin nécessaire pour se rendre. Et oui, la triangulation, il n'y a pas juste une façon de voir que l'élève a appris. On peut jaser avec lui, on peut l'observer, puis on peut aussi prendre les productions. La triangulation des apprentissages, la triangulation de l'évaluation, c'est une façon de voir l'apprentissage ou l'évaluation avec 3 pôles différents. C'est si on fait aller ensemble les observations que je fais en classe, les conversations que j'ai avec mes élèves et les productions de ce qu'ils vont me donner. Donc, les productions, c'est ce qu'on a le plus. C'est les textes, les examens, les mini-tests, des choses comme ça.
Les conversations, c'est, par exemple, je vais m'asseoir avec mon élève puis je vais lui dire, mais pourquoi tu penses que cette phrase-là, si c'est le prédicat? Puis là, l'élève, à ce moment-là, ben, il va m'expliquer pourquoi c'est le prédicat. Et observation, ben, je peux l'observer en train de résoudre, d'analyser une phrase, voir c'est quoi qu'il fait en premier, qu'est-ce qu'il identifie avec, s'il utilise ou pas des couleurs. Puis d'utiliser ces trois preuves d'apprentissage-là pour décider si l'élève est compétent ou pas. Ça, c'est la triangulation rapido presto, mettons. Ça, c'est plus en lien avec l'évaluation, la façon que j'ai de voir si mon élève a appris ou pas. Fait que concrètement, pour apprendre, je passe rapidement sur la triangulation. Nicole, on a un article là-dessus. Je ne sais pas si tu peux le chercher sur notre site web parce que je vais passer rapidement là, en lien avec l'école branchée vers la fin, mais c'est tout. Je regarde vite cette diapo-là. Par la suite, je prends le temps de prendre le pouls. Donc, je vais prendre le pouls, c'est-à-dire qu'on va regarder ensemble, on en est où présentement? Est-ce que ça répond à vos besoins? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous avez besoin de d'autres choses, d'explications supplémentaires? Parce qu'après ça, on rentre dans le concret. Donc, les outils qui vous permettent de faire ça et les stratégies que vous pouvez utiliser. Fait concrètement, souvenez-vous tantôt, vous m'avez donné des idées de comment à favoriser la rétention, puis comment vous utilisiez un peu l'apprentissage. Bien, on a ici des pistes pour voir un peu autrement. Merci, Nicole. Recopier ses notes. Est-ce que vous avez déjà fait ça? D'avoir un cahier, dans ce temps, c'était des cahiers Canada, le 8,5 11, on avait des couleurs différentes, on collait nos noms là-dessus. Là. Euh, Au lieu de recopier tes notes, parce que ici, ton cerveau, qu'est-ce qui fait que ça c'est moins efficace? C'est que t'es pas actif. Tu n'es pas en train de te rappeler. Le but, c'est d'être capable de te souvenir. On se souvient parce qu'on se souvient qu'il faut se souvenir parce que tu veux être capable de passer souvent dans ton chemin. Fait qu'au lieu de recopier nos notes ou de recopier des notes que l'enseignant va donner, bien, on va essayer de faire découvrir les concepts. Fait que partir de quelque chose que l'élève connaît déjà, aussi lui donner une situation problème, que ce n'est pas nécessairement juste en mathématiques, hein, qu'il y a des problèmes. Ça peut être dans tout. Puis l'élève doit être en posture active, c'est-à-dire qu'il doit faire appel à ce qu'il se souvient ou essayer de se souvenir. Puis s'il ne se souvient pas, il peut aller voir. N'oubliez pas, il est au début de sa taxonomie. En termes de connaissance, compréhension, il a le droit. Donc, il va aller voir dans ses notes, il va aller écouter des vidéos, il va questionner ses collègues pour essayer de faire les liens qu'on veut qu'il fasse. Et bien sûr, écrire ce dont on se souvient. Commencer ta période, billet d'entrée, billet de sortie. Je ne sais pas si c'est des stratégies que vous avez déjà utilisées. Donc, billet d'entrée, on commence la période en disant, OK, bien pour commencer la période, je te demande de me mettre sur papier tout ce que tu te souviens sur la cellule. On a vu la cellule en sciences dernièrement. Qu'est-ce que tu te souviens là-dessus? Fait que là, l'élève, ben, je me souviens de quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans une cellule? Puis là, ça part. Et là, essayez d'y penser vous-même. Si, mettons, je vous disais, prenez un crayon, prenez une feuille, puis dites-moi tout ce que vous vous rappelez d'une cellule. Là. Vous allez faire, mais il me semble qu'il y a un noyau. Ah, mais il me semble qu'autour, il y a telle affaire. Ah, mais il me semble qu'ils sont reliés. Et là, vous allez vous souvenir de des mots. Vous allez refaire votre chemin. Ça va activer vos connaissances antérieures. Ça va revenir en mémoire de travail. Plus souvent l'élève fait ça, plus que son chemin, il se fait facilement. Donc, écrire ce dont on se souvient ou dessiner ce dont on se souvient au lieu de recopier des notes de façon passive. Au lieu de relire nos notes, se questionner. Donc, fermer tes notes, t'écrire des questions à part, demander à ton père, à ta mère, à ton ami, à ta soeur, à ton chien, à n'importe qui de poser des questions. Si ton chien te pose des questions, c'est malade. Je veux une vidéo de ça. Donc, de te poser des questions sur ce qu'il y avait dans tes notes. Pourquoi? Encore une fois, pour se souvenir. Projeter des vidéos. Hein? Des fois, on va faire ça. On va dire, bon, ben, on va écouter cette vidéo-là, puis après ça, je vous pose des questions. OK. Est-ce que ça pourrait être intéressant de demander aux élèves, OK, tu as écouté cette vidéo-là, reprends une image qui t'a marqué et réexplique-moi pourquoi de cette image-là t'a marqué, puis pourquoi tu penses que c'est l'image la plus importante. Proposer une pratique guidée, ici, on est en enseignement explicite. Donc, au lieu de projeter une vidéo, pourquoi moi, je ne me projette pas en posture de spécialiste, d'expert, et que je n'explique pas à l'élève ce qui se passe dans mon cerveau lorsque je suis en train de résoudre un problème en mathématiques ou lorsque je suis en train de répondre à une question en histoire pour que la réponse soit complète.
Donc, ça, c'est des pistes concrètement. Oups. Et vous, de votre côté, avez-vous d'autres idées de ce qui pourrait être intéressant de varier comme approche? Parce que je suis sûre, on fait tout ça. OK, on va mettre des notes au tableau, les élèves vont copier ou bien des notes à trous, ils vont remplir les trous, on va leur dire de relire ça le soir, puis on va leur projeter une vidéo pour qu'ils puissent réviser. Puis on n'est pas des mauvais enseignants quand on fait ça. Pas du tout. L'important, c'est qu'il n'y ait pas juste ça. Il faut être conscient que c'est pas comme ça que l'élève va apprendre simplement. Il faut qu'il soit actif, il faut qu'il se souvienne, il faut qu'il soit en posture d'Hermione. Voyons, c'est bien tannant, ça tasse tout seul. Ce que nous devons apprendre à faire, nous l'apprenons en le faisant. Donc, on s'en va dans les stratégies numériques. Est-ce que pour l'instant, c'est intéressant, ça vous plaît, ça répond à vos besoins? Avez-vous appris des choses? Je veux savoir, je vais prendre le pouls. Vous pouvez répondre dans le chat, vous pouvez me mettre une impression dans le chat ou tout simplement un petit bonhomme qui va me dire comment vous vous sentez, comment ça va là, de votre côté. OK, un pouce. Nicolas met un cœur, merci. La stratégie, je pense, je me demande aussi, oui, merci Victoire pour le pouce. Je pense, je me demande d'être aussi, oui, vraiment, c'est une bonne stratégie. Un pouce aussi, un cœur. Moi, je suis là pour vous. Donc, le but, c'est que vous soyez capable de retenir, de revenir avec des idées de ce que vous allez pouvoir faire en classe, ou même ces choses-là, quand vous êtes avec des élèves un peu plus vieux, ou même les plus petits, on est capable de leur expliquer que c'est pas en étant passif devant une vidéo ou en relisant quelque chose qu'ils vont apprendre parce que dans leur cerveau, il y a comme des petits chemins, puis plus qu'ils marchent dans leurs petits chemins, plus que le chemin est solide, puis c'est comme ça qu'ils apprennent, tu sais. Juste avoir des mots des fois pour expliquer, ça peut aider, pour les sensibiliser, parce on se met toujours l'apprentissage de nos élèves sur le dos, mais c'est à eux que ça appartient, ça. Nous, on doit créer les conditions gagnantes pour qu'ils apprennent, mais après ça, eux autres doivent prendre le tout en main puis faire que ça fonctionne. Ah ben, merveilleux. Ben, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de. Puis je suis super ouverte aux suggestions, aux questions, ou ah, finalement, c'est pas vraiment ce que je pensais, hein. J'ai pas. Je veux vraiment avoir le pouls honnête ici. Donc, des moyens concrets, le numérique ou non, pour y arriver, je suis certaine que vous voyez déjà des pistes des élèves qui aiment bien les images. Se souvenir avec l'image, apprendre avec l'image, c'est vraiment gagnant parce que ça fait en sorte que l'élève n'utilise pas simplement des mots. Des fois, les mots sont difficiles à se souvenir, surtout quand on est dans une matière qui utilise du vocabulaire avec des mots plus complexes, des mots qu'ils n'utiliseront pas dans leur vie de tous les jours. Fait que ça peut être intéressant à ce moment-là de jumeler l'image aux mots. Fait que voici certaines stratégies. On a le croquis-notes, on a pour expliquer aux élèves la mentalité de croissance et qu'il est normal de faire des erreurs. Ah, j'aime ça, il y a du partage de ressources. Monsieur Louis, as-tu vu ça, comment c'est beau? Ah, vous êtes beau. Vous avez une belle communauté ici. Donc, le croquis-notes, je vous en ai parlé tantôt. C'est une façon de joindre l'image et les mots. Puis, je vais vous en montrer que mes élèves ont fait. Donc, en fait, ça, c'est un que moi, j'ai fait. Puis ça, c'est des notes visuelles que mes élèves avaient fait à ce moment-là. Donc, là, je vais le grossir parce qu'il est petit. Je peux-tu? Ah, je ne suis pas sur le bon écran. On a un peu. Il faut que je clique sur le bon écran. Ouais, non, je ne peux pas le grossir plus que ça, je pense, mon truc. C'est pas grave. Donc, le schéma narratif, j'avais demandé aux élèves de créer un croquis-notes qui leur rappelait c'est quoi le schéma narratif, qui est la structure d'un récit en français. C'est lui que moi j'avais fait, mais je l'avais montré après. Pourquoi j'avais fait ça? C'est que le schéma narratif, il le voyait depuis qu'il était en deuxième année, puis moi j'étais en septième année. Puis là, je leur disais, ben là, écoute, je sais que tu l'as déjà vu, OK? Mais comment tu l'avais vu? Qu'est-ce qui vient en tête lorsque je te parle de schéma narratif? Donc, je leur avais demandé de me faire une espèce de vide ta tête sur ce que tu te souviens de ça. Puis après ça, on va bâtir là-dessus pour qu'on puisse voir le nouveau type de récit qui était le récit d'aventure en septième année. Fait que moi, j'avais fait celui-là. Moi, quand j'ai enseigné le schéma narratif, j'utilisais l'idée d'une balance, mais ça nous permet aussi d'utiliser les métaphores puis l'image. Ensuite, si vous vous souvenez, dans la présentation, il y avait le... Ah, il faut que j'y retourne.
Le schéma de concept. Donc, je pense que je vais l'ouvrir à côté. Et voilà. Hein, ça va être plus simple comme ça. On va pouvoir naviguer entre les deux. Donc, il y avait le schéma de concept. Donc, ici, c'est un schéma de concept sur la société athénienne. Amy qui a fait ça. Amy qui avait un problème au niveau, elle avait une dyslexie, elle avait une dysorthographie, elle avait beaucoup de difficultés, mais elle avait son iPad, puis on avait l'application Inspiration à ce niveau-là, à ce moment-là. Puis elle fonctionnait beaucoup par code de couleur. C'est ce qui l'aidait à retenir les mots. Fait que si on regarde, moi, je n'y ai pas demandé de faire ça comme ça. Elle avait mis la société athénienne en rouge. Puis autour, elle utilisait le mauve pour les classes sociales, le bleu pour les critères, dans le fond, ce qui définissait ces classes sociales-là, le vert pour les rôles dans la société et le jaune pour les droits de ces personnes-là. Fait que la couleur venait l'aider à faire des associations. Et ici, c'était le collage d'images. Il devait m'expliquer, il devait me parler de même me faire un apprécié sur une bande dessinée et m'expliquer comment étaient les personnages, me faire une description de personnages aussi à travers tout ça. Mais dans une bande dessinée, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de description des personnages au niveau émotionnel, psychologique. Il y en a beaucoup au niveau physique, en fait, on les voit. Mais on n'a pas beaucoup, c'est par leurs agissements, par leurs réactions qu'on va être capable de définir comment ils sont. Et Emmerich, ici, avait décidé de me faire son image. Puis, on ne l'a pas ici, mais il y avait une puce faite avec Tinglink à ce moment-là qui avait enregistré sa voix puis qui m'expliquait pourquoi il disait que, tu sais, Jules César était arrogant et vieux. Ah oui, je vais la mettre tout de suite après, si ça vous va, Thomas, pour la présentation. Donc, ensuite, Astérix, il était courageux et Obélix, extrêmement rapide, il disait gros, extrêmement rapide. Puis là, il parle de l'idée que, tu sais, il est tombé dans la potion, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'était pas parfait, mais il m'expliquait ce qu'il avait vu dans la bande dessinée à travers. Fait à l'aide de l'image, puis des mots, il m'a fait son résumé. Fait que c'est une façon de stimuler, l'élève est actif. C'est pas une feuille avec des questions, genre quels sont les éléments psychologiques. Non, il est allé chercher une image, il a utilisé des couleurs, il s'est questionné, il a organisé aussi l'information sur une page. Puis on peut voir que c'est organisé de façon très logique parce que ça sent, s'il y a des profs de maths, vous avez sûrement déjà vu quelqu'un qui fait un problème de maths qui commence ici, qui va là, qui va là. Puis là, tu es là, bon, comment il a fait? OK, ça, c'est son calcul. Tu sais, on aimerait ça voir comment il structure sa pensée. Fait que le visuel nous permet aussi de voir ça. Puis là, en prime aujourd'hui, monsieur, madame, vous gagnez. C'est pas vrai. Si vous cliquez sur ce site web, c'est ma formation sur la prise de notes visuelle, qui est une de mes stratégies préférées pour enseigner. Donc, vous avez tout ce qui est théorique, ça fait vraiment référence aux mêmes choses qu'on a vues ici, mais vous avez des stratégies plus précises comme le croquis-notes avec les idées d'outils que vous pouvez utiliser, les schémas de concept avec les outils que vous pouvez utiliser, le collage d'images et la façon d'augmenter. Donc, quand on parle de langage augmenté, c'est comme ce que je viens de dire, c'est de mettre de la voix, de mettre de la vidéo en plus de l'image pour que la notion soit encore plus claire. Fait que ça, vous avez ici dans le site web. Donc, schéma de concept, collage d'images, créativité, le but que l'élève se souvienne, qu'il refasse son chemin, qui étudie à la limite, qui peut le faire en équipe, mais c'est une stratégie qui permet à l'élève d'être actif et qui répond à toutes les choses qu'on a vues au début, là, qui sont plus théoriques au niveau de l'apprentissage. Apprendre avec le jeu, la ludification. Et ça, je suis certaine que vous avez plein d'idées. Hein? Les fameux caouts, ça c'est plus au niveau du questionnement, mais des jeux où est-ce que l'élève est des jeux d'évasion, des choses comme ça. Donc, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez créer des quiz, des tests. Le but, c'est que l'élève se souvienne et fasse l'exercice de faire la recherche s'il ne s'en souvient pas. Puis là, c'est intéressant aussi de les mettre en équipe, de voir comment ils discutent. Tu sais, tantôt, je vous parlais de triangulation parce qu'on a eu la question, mais tu sais, quand ils sont en exercice comme ça, puis qu'ils doivent, par exemple, finir en premier, tu sais, qu'on met un petit challenge comme pour qu'ils puissent se donner à fond, bien, d'écouter qu'est-ce qu'ils vont dire. Puis des fois, on entend que, hein,
ils ont compris ça. Moi, j'étais sûre qu'il allait falloir que je revienne là-dessus, tu sais. Ah ben finalement, j'ai entendu tout le monde discuter puis définir tel concept, fait que j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Tu sais, c'est super riche ces échanges-là. Puis sinon, ben, tu sais, les associations. Donc, quand il est question de faire des synthèses, comment j'associe les éléments ensemble et tout ça. Fait que de faire des jeux, puis ça, ben, le numérique est vraiment intéressant pour ça parce il nous offre différentes possibilités. Ici, je vous ai mis des exemples de pistes. Fait que mon jeu d'études ici, je l'ai créé avec mon iPad. C'est mon jeu d'études en études sociales, en histoire. C'est comme des cartes d'études qui ont été créées avec Keynote dans le iPad, mais ça pourrait être fait avec n'importe quelle application qui permet de créer des présentations. Puis là, j'ai le goût de vous le montrer, juste pour que vous voyez le potentiel. Si ça ouvre, bien sûr, oui, youpi! Donc, c'est un jeu que l'élève peut créer lui-même. Fait que pour le créer, il doit se souvenir des concepts. C'est bien ça que je veux collaborer avec moi-même à ma présentation. Donc, si je vais faire play comme ça, vous voyez encore ma présentation en noir. Là. Présentement, vous voyez démarrage du diaporama. Là. OK, parfait, c'est bon. Bon, fait que mon jeu d'histoire, fait que c'est moi qui l'ai créé. Bon, donc, quel acte est responsable de cette séparation? Ah, ben, je ne sais pas. Je pense que c'est l'acte de Québec. Ah non. On fait bouger le carré, l'acte constitutionnel en 1791. Ensuite, j'ai mis une date. Qu'est-ce que je me souviens sur cette date-là? 1791. J'ai déjà vu ça dans mon cours d'histoire. Oh mon Dieu, c'est quoi donc? Le prof avait expliqué, il nous a montré une carte, il y avait une ligne. C'est quoi donc? Ah, c'est quoi qui se passe donc, madame? Je m'en souviens pas. Acte constitutionnel. Fait que là, c'est tous des mots-clés que je me suis mis pour me souvenir de ce qui s'est passé à cette date-là. Quelles sont les causes et les conséquences de l'acte constitutionnel? Fait que là, vous avez vu que c'était un jeu d'études sur ça. Et là, ici, j'ai mis un micro pour dire à l'élève que je veux qu'il s'enregistre. Et après ça, j'ai mis un lien vers un site web où est-ce qu'il y a les réponses pour voir si son enregistrement est bon. Donc, ici. Et après, les loyalistes, quel énoncé est vrai? Donc, ils sont fidèles à la couronne britannique, ils sont vus comme des alliés par tous les citoyens où ils sont acclamés et appréciés. Fait que moi, je décide que c'est celui-là. Ah, ça m'ouvre une page. Ça veut dire que c'est quand même bizarre. Pourquoi ça m'ouvre ça? Peut-être que je me suis trompée. Ah, si je clique sur la bonne, je continue mon jeu. Donc, c'est un jeu d'études comme ça. Qu'est-ce qui est intéressant pour ça? C'est que l'élève, de un, il crée ses questions. Donc, pour créer ses questions, il doit faire sa recherche et tout. Après ça, il peut partager son jeu avec un autre ami, puis l'autre ami lui partage son jeu aussi. Vous pouvez vous créer une belle banque de jeux avec ça. Ça, c'est fait avec Keynote dans le iPad. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez nous écrire. On peut vous aider avec ça. Mais comme je vous dis, tout ce qui permet de créer une présentation avec des effets, de faire bouger. Parce que ça, dans le fond, là, c'est pas compliqué. J'ai juste fait bouger le carré quand je clique. Là. Tu sais, c'est simple. Puis les élèves aiment ça faire ça aussi. Fait que ça, c'est un exemple de jeu qu'on peut faire. Je vais fermer mes affaires là, au prof. Ensuite, dans Genially, j'imagine que vous avez déjà utilisé Genially. Fait que vous pouvez utiliser le crayon, puis là, vous reliez les pays à la bonne capitale, puis après ça, la réponse apparaît. Et il y a plein d'autres possibilités pour questionner, bref, jouer. Fait que vous pouvez créer des jeux. Il y a des jeux dans AlloProf, vous pouvez créer des choses dans Canva, dans Genially. Edpuzzle est une application qui vous permet d'intégrer une vidéo et de ponctuer la vidéo de questions. Et l'élève doit répondre à la question pour poursuivre son écoute. Et à la fin, vous avez un rapport des réponses de vos élèves et de qui l'a fait et tout. Fait que c'est super intéressant. J'ai mis Microsoft Google parce que vous avez beaucoup d'outils dans vos suites nuagiques que vous utilisez pour le travail. Vous n'avez pas nécessairement besoin toujours de trouver la nouvelle application qui fait la nouvelle affaire. Souvent, vous êtes capable de faire les choses avec ce que vous connaissez déjà. Puis l'élève, il est dans un environnement qu'il connaît. Il n'a pas besoin de se connecter à une autre affaire qu'il n'a jamais connue de sa vie. Donc, ça facilite le tout. Eh bien, j'ai mis les fameuses intelligences artificielles. Pourquoi? Parce que des fois, l'intelligence artificielle peut nous aider à trouver des questions intéressantes. On peut lui donner, par exemple, du contenu d'un site qu'on a consulté, puis lui demander de nous créer, par exemple, 6 ou 7 questions qu'on va mettre à la pige dans la classe. Les élèves pigent la question. On n'a pas à toujours se casser la tête. Fait qu'on peut leur demander de nous aider aux fameuses intelligences artificielles.
Fait qu'avec le jeu, apprendre avec le discours, donc avec la voix et l'image. Tantôt, je vous ai dit, moi, j'ai appris à apprendre à l'université. Je me faisais des monologues. Je m'assisais J'avertissais mes parents pour pas qu'ils pensent que j'étais rendue dingo, mais je m'assoyais devant mon miroir, puis m'expliquais mes notes de cours. Je me donnais le cours. Si j'étais capable de tout m'expliquer puis de faire des liens, ça veut dire que ça fonctionnait. Mais il y a plusieurs façons que l'élève peut utiliser pour faire ça. Il peut s'enregistrer vocalement. Il peut aussi se faire des vidéos. Si vous donniez l'occasion à vos élèves de vous expliquer, par exemple, la chute de l'Empire romain ou encore le fameux acte constitutionnel, en créant une vidéo avec des images et des mots, des personnages qui mettent en cause tous ces éléments-là, l'élève doit utiliser la voix, doit utiliser l'image, doit utiliser la synthèse pour que tout s'y retrouve. Bien, on a ici une tâche qui est assez en haut là, de la taxonomie de Bloom, tout dépendant où est-ce que vous voulez vous rendre. Fait que de donner la possibilité à l'élève de nous montrer qu'il a appris d'une façon efficace aussi. Fait que, oui, les stratégies pour qu'il se rende là, c'est important, mais aussi qu'on puisse lui donner une certaine latitude. Parce que, tu sais, si dans la façon d'apprendre, là, il se pose des questions, c'est super ludique. Après ça, moi, j'arrive, je l'observe, je prends des conversations avec lui, mais qu'à la fin, l'évaluation, c'est un papier crayon de 2 heures. C'est quand est-ce qu'il va pouvoir utiliser toutes les belles aptitudes qu'il a apprises pour être créatif dans son apprentissage. À la limite, le crayon et le papier là, va tuer tous les éléments qu'il aurait pu te montrer d'une autre façon parce qu'il a appris de cette façon-là. Donc, il faut être cohérent aussi. Ici, le numérique au service de l'enseignement efficace. Donc, je suis partie des 10 principes du CETREC, puis je me suis dit qu'il y avait plusieurs éléments qu'on faisait déjà dans nos classes qui appuient ces principes-là. Fait que vous pouvez les voir si j'ai fait un autre croquis-note. Bref, le plan de travail. Si vous fonctionnez en plan de travail, qui n'est pas un plan de travail que l'élève suit selon une date, mais selon des objectifs d'apprentissage. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu es rendu à tel endroit, tu peux faire telle tâche. Fait que ça se peut que la journée 2 de ton plan de travail, il y a des élèves qui ont fait cette tâche-là, puis d'autres non. Mais d'utiliser un plan de travail qui permet à l'élève d'apprendre à son propre rythme. Les tâches collaboratives, où est-ce que l'élève comprend que collaborer, ce n'est pas tu fais la question 1 puis je fais la question 2. C'est de se questionner ensemble pour répondre à la question 1 et bâtir une réponse concrète. Ça s'enseigne, la collaboration, c'est important. C'est pas parce qu'on les met en équipe qu'ils collaborent. Ensuite, utiliser les capsules vidéo, mais de façon efficace. C'est-à-dire qu'on va les engager dans l'écoute, on va leur en faire produire. La prise de notes visuelle, on en a parlé tantôt. Et sinon, bien, les fameux billets de sortie. Donc, à la fin de la période, de dire, OK, maintenant, j'en prends 3 mots-clés qu'on a vus aujourd'hui. Je veux que tu me fasses un croquis-note rapide sur c'est quoi un mélange homogène, un mélange hétérogène. Rapido presto, juste pour aller chercher, comme je vous dis, le pouls de votre groupe. Pour terminer avec, oups, là, j'ai pas cliqué. Pour terminer avec les outils, tantôt, je vous ai aussi mis l'enregistrement vidéo. On a parlé du discours. Donc, si c'est un enregistrement, c'est moi, qui a pris un PowerPoint, qui l'a intégré dans Canva, parce que c'est possible de faire ça. Hein, c'est merveilleux, Canva, c'est la vie. Merci pour la référence du CETREC, Nicole. Donc, dans Canva, j'ai pris un PowerPoint que j'avais déjà, mais je voulais ajouter une vidéo dessus pour expliquer c'est quoi le schéma narratif. Donc, j'ai pris mon PowerPoint, je l'ai drag and drop dans Canva, puis j'ai ajouté ma petite vidéo ici. Donc, allô, bienvenue sur cette capsule au sujet du schéma narratif. Donc, comme on en... J'ai pas toujours les cheveux attachés comme ça donne comme ça. Et ici, je vous ai mis des idées de ce que vous pouvez utiliser comme application. Je ne suis pas le genre à faire des tutoriels de genre, tu trouves cette application-là, voici comment ça fonctionne. Il y a des gens qui sont excellents là-dessus sur YouTube. Je suis certaine que vous avez aussi des ressources dans vos écoles pour vous aider avec ça. Mais sachez que faire une petite capsule comme ça avec Canva, ça prend un claquement de doigts. Puis Canva, c'est mon outil favori pour utiliser toutes les stratégies que je vous ai parlé ce matin. On peut dessiner dans Canva, on peut ajouter de la voix, on peut créer de la vidéo, on peut créer des présentations, on peut créer des jeux. Donc, tout est là-dedans. C'est merveilleux. Fait que ça, c'est dans la section outils. Fait que quand vous êtes dans la section présentation, c'est l'endroit où est-ce que je vous ai comme présenté tous les éléments. Ensuite, dans la section outils, vous avez les pistes, les idées d'application à utiliser. Et juste pour terminer le tour du site, dans la section ressources, c'est
où est-ce que j'ai puisé tout ça, là, parce que j'ai pas rien inventé. Moi, dans le fond, mon travail, c'est de faire de la recherche en lien avec ce qui fonctionne, de le mettre ensemble, de faire une belle synthèse et de vous ramener ça le plus précis possible et le plus day-to-day possible pour que vous puissiez vous sentir outillé pour avoir des belles périodes d'apprentissage avec vos élèves. Fait que vous avez des wakelets ici qui sont intégrés, un sur la neuroscience et un sur les séquences pédagogiques. Donc, c'est super simple là, à naviguer. Si je retourne à ma présentation rapidement pour terminer, il y a encore quelques petits éléments que je veux voir avec vous. On a parlé tantôt de l'importance. Merci Nicole pour le lien Google. Quelqu'un tantôt qui le demandait. Donc, vous avez le lien. Ce n'est pas une présentation quand tu vas arriver sur le lien, c'est un site web dans lequel tu peux naviguer, tu vas voir. Puis, ce qui est intéressant avec ça, c'est que je le mets toujours à jour. J'utilise toujours le même pour parler de ces éléments-là. Fait que tu vas toujours avoir comme la version récente. De un, répéter, espacer et organiser. L'apprentissage, c'est pas une histoire de comme, OK, je m'assis, j'apprends aujourd'hui. Des fois, c'est plus complexe que ça, on l'a vu, hein? Ça dépend de plein d'éléments. Donc, il faut que les élèves soient conscients, puis ça, ben, c'est une mission qui est presque impossible, mais je vous la donne quand même, que c'est pas en étudiant simplement pour l'examen qu'ils vont être capables de réussir et d'apprendre. C'est en consolidant le plus possible. Fait que nous, qu'est-ce qu'on peut faire comme enseignant? C'est le plus possible donner l'occasion à l'élève dans notre classe des 10 ou des 15 minutes où est-ce qu'il y a à se rappeler d'éléments. Merci, Marie-Ève, c'est super gentil. Donc, de planifier des moments où est-ce que l'élève a à justement se souvenir, se rappeler. Pas quelque chose qu'on va faire nécessairement aujourd'hui, mais de dire, hey, il y a 2 cours, on a vu ça, là, j'aimerais ça savoir, vous en êtes où là-dedans. Hein? Fais-moi donc un croquis-note. Ou, hey, j'aimerais ça que tu m'enregistres une capsule vocale rapido presto. Ensuite, on va essayer de scinder nos périodes d'apprentissage en courtes périodes pour être sûr que l'élève puisse être le plus attentif possible et bien sûr, respecter les signaux de fatigue. Tu vois pas le concept le plus, mais ça, je sais que vous le savez, mais je le rappelle quand même. Tu sais, tu vois, même si tu es serré dans ton horaire de prof, tu vois pas le concept le plus compliqué de l'année un vendredi après-midi, parce que c'est le seul moment où est-ce que tu peux le faire. Même si tu le vois là, l'élève apprendra pas. Puis c'est facile de se dire, mais moi, je l'ai fait, je l'ai montré à mes élèves, ils l'ont pas appris. C'est non. À un moment donné, toi, ta job, c'est on l'a dit tantôt, de créer un climat gagnant pour que l'élève apprenne. C'est aussi de choisir un moment qui est propice à ça. Je suis certaine que tu es assez créatif ou créative pour être capable de jongler avec ton horaire et ne pas montrer comment fonctionne, je sais pas moi, un élément super complexe à ton élève le vendredi après-midi quand il revient d'éducation physique puis qu'il part pour une fin de semaine de 3 jours, genre. Ça, c'est ma diapo la plus importante. Ça résume tout ce que je viens de vous dire. On a bien beau parler de toutes les façons que le cerveau apprend, de mettre toutes les stratégies, mais chaque élève va apprendre, il va se souvenir à sa façon et surtout va comprendre comment il se souvient et comment il apprend à un moment différent. Il ne se connaît pas comme vous vous connaissez, puis c'est pas parce qu'on leur dit que c'est comme ça qu'ils vont nous croire ou qu'ils vont l'appliquer. Il faut leur donner des situations où est-ce qu'ils le vivent pour le comprendre. On l'a dit tantôt, nous, on apprend par la pratique. C'est en le vivant qu'on le comprend. Il faut que l'élève vive des réussites à travers les stratégies que vous leur dites qui fonctionnent pour dire que cette stratégie-là fonctionne pour eux. Donc, nous, notre responsabilité, comme j'ai dit tantôt, c'est de lui offrir plusieurs moments pour nous montrer qu'il a appris de différentes façons pour qu'il puisse exploiter son potentiel et qu'il apprenne. Chaque élève est unique. Puis comme je vous ai dit, ce qui est merveilleux, c'est que ça nous permet d'être flexible pédagogiquement. On n'a pas besoin d'être plat puis de toujours suivre le même plan. Non, il faut être créatif. Puis ça, c'est stimulant quand on est en avant d'une classe puis qu'on a un terrain de jeu immense de plein de façons qu'on peut montrer une matière ou qu'on peut montrer une notion. Puis quand on est passionné, ben, c'est facile de le partir. Puis si tu ne vois pas nécessairement les possibilités, tu aimerais ça, mais tu as de la misère à déroger de façon que tu as de faire, puis tu sais très bien que des fois, tu pourrais peut-être changer. Tu as des collègues, tu as le CFORP qui est là. Il y a plein de monde qui sont là pour t'allumer, tu sais. Puis c'est important d'aimer ce qu'on fait. Puis je pense qu'on aime ce qu'on fait quand on se laisse cette latitude-là de créer des beaux événements. C'est quand il y a personne, je pense, quelqu'un qui n'enseigne pas,
Tu sais, la fameuse étincelle dans le regard de l'élève qui a de la difficulté puis qui comprend. Hey, ça, là, je sais pas si, je suis sûre que vous avez déjà vécu ça, là. Vous êtes avec ou un enseignant qui a de la difficulté depuis un certain moment avec ses élèves, puis là, il y a une belle période avec ses élèves. Tu sais, quand tu as l'impression d'avoir réussi quelque chose, tu sais, on travaille avec des humains. On craint que les humains avant de craquer tout le reste. C'est important de s'en souvenir, ça. Je vous ai mis la fameuse chaîne YouTube de Monsieur Steve Masson. Je ne l'ai jamais rencontré. J'aimerais tellement ça parce que pour vrai, il m'a tellement aidé à comprendre comment, justement, organiser mes éléments. Je finis puis je réponds à ta question parce qu'il va nous rester un 10 minutes de questions. Dernière chose, avant de finir, il faut penser que nous aussi, on est capable, on est des super-héros. On est capable, nous aussi, de faire différent puis de doser. On ne brisera rien si on fait une période puis que ce qu'on voulait faire ne fonctionne pas. On ne brisera pas d'élèves. Notre local va encore être là. On va avoir peut-être perdu un peu de temps, mais on sera efficace à un autre moment. Mais osez croire en vous. Vous êtes les super-héros de votre classe. On veut que nos élèves aient une mentalité de croissance. Il faut que les enseignants aussi en aient une. Il faut incarner ce qu'on prône. C'est important. Fait que ça termine ma présentation rapidement. Je prends les questions, les commentaires, puis après ça, je vous parle un petit peu, parce que là, vous avez vécu un moment école branchée. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. C'est ça, en fait, qu'on fait à l'école branchée, mais je prends le temps de répondre à Victoire. Je m'excuse. Non, tu t'excuses pas. En termes d'outils de consolidation, que pensez-vous des devoirs? J'ai le profond sentiment que les devoirs suivis de rétroaction aident à l'élève à mieux consolider, surtout dans les sciences exactes ou expérimentales. Qu'en pensez-vous? Je ne suis vraiment pas une spécialiste de ça. Moi, je pense que si tu as l'impression que les devoirs aident tes élèves, donne-en. Si tu as l'impression que ça ne les aide pas, donne-en pas. Aussi simple que ça. J'aurais le goût, Laurie, de répondre, en tout cas de donner un élément de réponse. Non. Alors, c'est Pas Louis qui vrai. parle. Merci. Alors, non, par rapport au devoir, je pense que ça dépend c'est quoi le devoir. Hein? Aussi. Si le devoir, ça va être une source de frustration, puis est-ce que l'ensemble des élèves peuvent le faire? Parce que souvent, en tout cas, dans l'ancienne définition d'un devoir, on donnait un devoir, puis on disait, OK, c'est à faire tout le monde. L'élève qui avait de la facilité, il n'y a pas de problème, tu pouvais lui donner n'importe quoi, il pouvait le faire. Mais l'élève en difficulté, c'était toujours un fardeau. Puis souvent, ben, quelquefois, les parents ne pouvaient pas aider. Alors, est-ce que le devoir va faire la même chose? La première question que je poserais, c'est est-ce que tout le monde peut le faire? Hein? Oui. Tout le monde, Ça revient, tout le oui. monde peut aller courir pour s'exercer à la course. Hein? Il n'y aura pas de problème avec ça. Mais si je donne un devoir qui demande une certaine spécialisation ou en tout cas une certaine, je ne sais pas, là, je me poserai des questions. C'est Mais quoi regarde, oui, l'intention du devoir? j'irai avec, Pardon? tu as parlé de la course. Tout le monde peut sortir courir dehors, mais est-ce que tout le monde va être capable de courir 1 kilomètre en 5 minutes? Pas Oui, nécessairement. mais tout le monde est capable de Mais courir. tout le monde est Et capable tout de le monde courir. est capable de s'améliorer aussi en même temps. Exactement. Fait que, Alors, l'intention du devoir, le exact. contenu du devoir, et puis Le profil le du devoir. troisième, c'est est-ce que c'est parce que tu as donné un devoir parce que tu as manqué de temps dans ta salle de classe? Puis est-ce qu'ils ont besoin de faire 90 fois la même édition? Nos fameux Pose la livres de question. maths avec les numéros A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Un autre sujet Oui. d'atelier. Absolument. Alors voilà. Mais ça, tu sais, c'est un débat qui peut Oui, être aussi selon les matières. exactement. Tu sais, c'est. Puis, puis personnellement, moi, je pense que on devrait donner quelque chose à faire, mais tu sais, comme par exemple en mathématiques. Au lieu de donner des exercices puis de A à Z, là, ben, est-ce qu'on peut donner, par exemple, un jeu mathématique? Oui, Là, développer l'enfant, la il peut jouer. motivation autour de la matière. Mhm. L'enfant peut jouer avec ses parents, l'enfant peut jouer, puis ça peut être. Alors là, tout le monde va avoir du fun, tout le monde va apprendre, etc.
Alors ça, c'est le type de devoir que personnellement, puis c'est pas le Centre Franco qui dit ça, là, ça c'est Louis. Alors c'est le type de devoir que j'aurais tendance à donner. Puis la dernière chose que je vais ajouter à ça, le devoir qu'on donne, est-ce que c'est facile pour l'intelligence artificielle de le faire? Ben là, si la réponse est oui, c'est peut-être pas une bonne sorte de devoir. Parce que si je dis, ben OK, puis là, je finis avec ça, si le devoir, c'est de faire la biographie de Jacques Cartier, ben, ça prend 20 secondes avec l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est le type de devoir qui est utile à mes élèves? Voilà, j'arrête. Mais ça pourrait, comme tu as dit, Laurie, ça pourrait être le contenu d'une formation, etc. Moi, j'en profite là, pour vous dire que je vais arrêter l'enregistrement parce que là, on arrive dans la période des questions. Et puis, je vais dire merci à Laurie parce que c'était excellent, parce que tu nous as fait réfléchir, tu nous as fait participer, tu nous as donné certaines stratégies. Alors, c'est ça, finalement, une bonne formation. Alors, merci Merci. beaucoup. J'arrête le tout, puis après ça, ben, Laurie, je te laisse continuer. Oui. Ben, merci beaucoup à tous hein, pour, tu sais, dans le chat, vous avez vu que je prenais le temps de vous lire. Merci pour les réactions aussi à travers les emojis. Tu sais, en ligne, des fois, c'est difficile d'aller chercher, mais je sentais que vous étiez là. Fait que moi, ça m'a fait plaisir. C'était la première formation de l'année. Je reviens de vacances, tout ça. Merci pour vos bons mots.